Vous reconnaissez ce geste? Ah, peut-être. Peut-être qu'en ce moment, il y en a qui sont en train de le faire dans la salle. Ça s'appelle le scrolling. Le scrolling. On parle même aujourd'hui de scrolling infini pour justement désigner cette pratique qui consiste comme ça à scroller pendant 1 heure sur Instagram, par exemple, avec des vidéos qui se lancent automatiquement sans avoir même une seule fois cliqué. Les anglo-saxons parlent de doom scrolling, pour dire, en fait, si on prend dans le sens littéral du terme, doom scrolling, ça signifie défilement morbide. Morbide. C'est pas très rassurant. Et c'est vrai qu'on peut ne pas être très rassuré quand on sait qu'on passe en moyenne 3h30 juste sur les applications mobiles par jour, ça fait quand même beaucoup. Ça fait beaucoup, alors on parle aujourd'hui d'hyperconnexion, on parle de cyberdépendance, c'est un terme qui émerge, on parle de crétin digital. Vous avez l'impression qu'il y a peut-être des crétins digitales, je ne sais pas. Bon, sérieusement, c'est vrai qu'actuellement, les neurosciences s'intéressent de près au sujet et commencent à faire le lien entre cette dépendance-là, si elle existe, et peut-être celle qu'on a notamment dans les jeux d'argent. Donc ça ne nous rassure pas beaucoup, et en particulier quand on est parent, parce que nos enfants sont les premières personnes connectées aujourd'hui, et si nous, on est vulnérables, alors eux, n'en parlons pas. Donc dans certaines familles, des gros questionnements arrivent. Moi, par exemple, ma fille rentre au collège l'année prochaine, et ça y est, la question du téléphone est arrivée. Et je ne sais pas quoi lui répondre. On n'a pas les solutions aujourd'hui en tant que parents. Dans certaines familles, même, ça va plus loin, c'est carrément une guerre des écrans. Mais comment lutter? En tant que parent, comment lutter? Quand la moitié des élèves de 6e possèdent un téléphone portable. Comment lutter quand toutes les conversations des ados tournent autour de TikTok, de Snapchat, de YouTube? Comment lutter? Comment lutter quand nous-mêmes, on est tout le temps connectés? Alors, voilà, on s'acharne à lutter contre les écrans. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'on parle beaucoup des écrans, mais l'écran en lui-même, ça ne veut pas dire grand-chose. Alors peut-être qu'on parle de l'écran parce que ça matérialise notre connexion, ça lui donne corps, ça lui donne vie, ça rend palpable l'impalpable, ça rend réel tout ce qui est virtuel aujourd'hui. Mais derrière l'écran, il y a en fait une multitude de pratiques numériques différentes. On fait tous et toutes des choses très très différentes sur les réseaux sociaux, sur Internet. Et puis on a des pratiques évolutives, on ne fait pas la même chose. Moi, par exemple, je ne faisais pas la même chose il y a 5 ans qu'aujourd'hui sur Internet. Et puis surtout, il y a une pratique qui me paraît intéressante quand même sur Internet, c'est les recherches. On fait beaucoup de recherches et en fait, on a accès à un savoir, mais c'est vraiment inédit ça. On a oublié que quand on était un ado de 12 ans dans les années 90, on n'avait pas accès à ce savoir si nos parents n'avaient pas les moyens financiers d'acheter une encyclopédie universaliste qui prenait toute la place du salon. On ne pouvait pas. Aujourd'hui, on a accès à ce savoir pour quelques euros par mois. C'est quand même incroyable. Internet, c'est quand même une belle histoire au départ. C'est le World Wide Web, les 3 W. C'est cette démocratisation du savoir. C'est aussi une belle histoire de militantisme. Comment ne pas penser à MeToo, qui est quand même la 3e révolution féministe en Occident? Comment ne pas penser à Yuka, une application qui a révolutionné nos usages et qui a rendu possible la consommation engagée? Et ça a été possible parce que Yuka, en fait, a bénéficié de toutes ces données libres d'accès qui existent sur une plateforme qui s'appelle Open Food Facts. C'est des citoyens, des citoyennes qui récoltent ces données sur les produits et qui les partagent à une communauté. C'est fou. Mais c'est vrai que cette liberté fondatrice d'Internet, il faut bien l'avouer, qu'on l'a un peu perdue ces dernières années. On l'a un peu perdue parce que Internet, c'est ce grand espace, c'est d'un seul coup, cette ouverture comme ça rendue possible. Eh bien, il y a des petites entreprises qu'on appelle des start-up
quelques petites entreprises qui ont vu cet espace s'ouvrir à eux, à elles, et qui les ont accaparés. Et ces petites entreprises sont devenues, en quelques années, ce qu'on appelle aujourd'hui les big tech, les GAFAM, si vous voulez. Et ces entreprises, elles ont leur propre vision, américaine, libertarienne. Et puis, ces entreprises, il faut bien le constater, elles ne font pas preuve de beaucoup de diversité au sein de leurs équipes. En fait, aujourd'hui, le secteur de la tech, il est à majorité composé d'hommes blancs issus d'écoles de commerce et d'ingénieurs, issus des classes aisées. Il y a un chiffre qui fâche dans le secteur, c'est 10%. 10% en France des startups sont créées par des femmes. Et seulement 1% d'entre elles lèvent des fonds. Il y en a en fait très peu des grandes startups aujourd'hui qui sont portées par des femmes. 10% des développeurs sont des développeuses également. Il y a en fait très peu de femmes qui conçoivent les outils qu'on utilise aujourd'hui quotidiennement, tout le temps. Et ça, c'est problématique. Il y a des speakers TEDx qui parlent beaucoup des biais cognitifs qu'on a en fait. Eh bien, dans le secteur, le problème, c'est que les biais cognitifs se retrouvent dans les produits qu'on utilise. Et on se retrouve avec des outils, des technologies qu'on dit discriminantes. Par exemple, Amazon a développé comme ça un algorithme de recrutement qui ne faisait pas remonter les profils de femmes. Ça, c'est quand même une grosse problématique. Et il y en a une autre. C'est le modèle économique de ces entreprises. Alors, encore un petit peu d'histoire. Internet est né, il y a 20 ans, donc, à une époque de la gratuité. Tout était gratuit. Les blogs, les forums. Et donc, elles se sont développées, ces entreprises, dans cet espace de gratuité. Mais on le sait, une entreprise ne fonctionne pas gratuitement, c'est pas possible. Donc, elles ont trouvé un modèle économique qu'on appelle l'économie de l'attention. On entend de plus en plus parler. L'économie de l'attention, en fait, qu'est-ce qu'on vend ? On vend votre temps de cerveau disponible. On connaît l'histoire. Donc, notre temps, c'est un espace publicitaire pour des annonceurs qui veulent annoncer sur Facebook, Instagram, Twitter et compagnie. Et ces entreprises, elles ont fait ça bien. Elles se sont fait accompagner par des experts en neurosciences. Elles ont fait ce qu'on appelle du neuromarketing, c'est-à-dire qu'elles ont étudié comment notre cerveau fonctionnait pour faire des produits qui font que, effectivement, on a envie d'y revenir tout le temps. Le scrolling, le fameux scrolling. C'est exactement la même mécanique que les machines à sous. Les notifications. On sait qu'aujourd'hui, quand on reçoit une notification, il y a une sécrétion de dopamine, cette hormone du plaisir, qui fait qu'on a envie de recevoir tout le temps et donc d'être tout le temps connecté. Alors voilà, pour en venir à nos écrans, nos maudits écrans, moi je me demande, est-ce qu'il faut vraiment se méfier des écrans ? Est-ce que c'est vraiment eux le problème ? Le problème, est-ce que ce n'est pas plutôt quelques entreprises ? Est-ce que ce n'est pas plutôt certains algorithmes ? Certaines applications ? Le problème aussi, c'est qu'on ne nous a pas appris à nous méfier. On a vu la magie de la technologie, on connaît cette expression. Et on ne s'est pas rendu compte qu'une simple connexion allait transformer absolument tous nos modes de vie. Alors ça, c'est quelque chose qui, à un moment donné, dans mon histoire professionnelle, m'a frappée et qui m'a donné envie de créer un magazine, ce magazine papier, avec mes associés, qui parle des grandes mutations liées aux technologies, au numérique. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas suffisant. Il ne suffit pas d'informer, il faut se former, il faut former. Donc soyons réalistes, soyons pragmatiques. Les écrans, on ne va pas décider comme ça de vivre sans du jour au lendemain. Ils font partie de nos vies. On ne va pas lutter contre les écrans sans les écrans. Donc si combat il doit y avoir, ce combat il doit se faire autrement. Et moi je suis convaincue que ce combat il doit se faire par l'éducation, dans les écoles. Ce qui est absolument génial aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus d'initiatives, des associations qui se mobilisent justement sur ce sujet. Je peux vous citer Fréquence École, le Clémy, elles interviennent, ces associations, dans
dans les écoles, donc pour donner des ateliers d'éducation aux médias, donc aider les jeunes à mieux apprendre comment se servir d'Internet. Nous aussi, on veut lancer un nouveau magazine pour les ados, justement, mais encore une fois, ce n'est pas suffisant. On en est convaincus aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est des cours d'éducation civique et numérique dans absolument tous les collèges. Alors, qu'est-ce qu'on apprendrait dans cette école du numérique? Eh bien, le b.a.-ba, on apprendrait à faire des recherches. Maintenant que le savoir est absolument partout, le but du jeu, c'est d'apprendre à trier cette information, apprendre même à la sourcer, comme disent les journalistes. On devrait tous apprendre quelques techniques journalistiques de base, savoir sourcer une information, savoir ce que c'est qu'un clickbait. Vous savez ce que c'est qu'un clickbait? Un clickbait, c'est un titre hameçon, un titre, vous avez envie de cliquer. C'est un clic piège, voilà. Et en fait, derrière, il y a très souvent, assez souvent, des contenus complotistes, par exemple. Ils utilisent en tout cas beaucoup cette mécanique-là. Ça serait vraiment intéressant que les jeunes apprennent ça. Qu'est-ce qu'on apprendrait d'autre dans cette école du numérique? Peut-être qu'on apprendrait à se déconnecter, à faire des pauses. Et peut-être que même nous, les adultes, on aimerait bien suivre ces cours de temps en temps. Bon, vous allez me dire, c'est peut-être pas évident d'apprendre à se déconnecter, justement, quand on sait qu'il y a tout ce modèle économique de l'attention qui nous capte en permanence. Comment on fait? Comment on peut faire? Eh bien, justement, ça aussi, il faut l'apprendre. Il faut l'apprendre, ce que c'est que le modèle économique de l'attention. Les ados passent énormément de temps sur les réseaux sociaux. Nous aussi, on doit savoir comment ils fonctionnent. Et qu'est-ce qu'on ferait après, une fois qu'on saurait tout ça? Eh bien, peut-être que nous aussi, on aura envie de mettre notre grain de sel. Peut-être que nous aussi, on aura envie de créer des outils numériques avec d'autres modèles économiques que celui de l'attention, par exemple. Des outils moins discriminants, des outils qui soient plus respectueux de la vie privée, de nos données, par exemple. Peut-être qu'on pourrait comme ça prendre le pouvoir, au sens anglo-saxon du terme. On dit « empower », vraiment c'est ça. Se donner le pouvoir et transformer comme ça la société. Alors voilà ce que j'avais envie de dire ce soir. Il y a juste un message que j'aimerais faire passer, c'est celui-ci. Ne laissons pas, ne laissons plus quelques-uns nous dicter les règles numériques et prenons le pouvoir sur les technologies. C'est peut-être comme ça qu'on arrivera à ne pas devenir des crétins digitaux.